J'ai commencé à écrire le début d'une fiction. C'était déjà il y a pas mal d'années, il y a plus d'une dizaine d'années. Et, mais c'était déjà l'histoire du point de vue d'une petite fille de 9 ans qui partait en vacances avec son père. Et, dès le début de l'histoire, le père disparaissait au cours d'une baignade en mer. Ils étaient en vacances et il ne revenait pas de cette baignade. On ne retrouvait pas son corps. Et, cette petite fille était confrontée à cette disparition un peu mystérieuse et aussi un peu abstraite. Beaucoup plus tard, en relisant ce que j'avais écrit, j'ai pris conscience, je me suis rendu compte que ça racontait voilà, de manière détournée et cachée une expérience personnelle, mon expérience personnelle de l'abandon. Et, c'est là que je me suis dit, au fond, faut pas aller, faut pas détourner les choses, quoi. Il faut y aller plus frontalement. J'ai décidé de partir en fait des éléments que je connaissais, d'une réalité plus concrète aussi. Et à partir de là, je me suis un peu replongée à la fois dans ma propre histoire, mais aussi dans les documents que j'ai gardés de mon adoption. C'est très peu de choses racontées finalement. Ça parle de la vie quotidienne, de comment on passait nos journées. Et ce sont des rapports en fait médicaux où il y a des comptes rendus de ma santé en tant qu'enfant, mais aussi de la santé psychique presque. Il y avait des éléments assez troublants. Par exemple, à un moment donné, il parle de comment j'ai pu formuler de manière raisonnée ce qui s'était passé dans le passé, en même temps pas du tout en disant concrètement ce qui s'était passé. Comme ça, des petites annotations assez évasives, mais finalement qui étaient au cœur du problème. Et voilà, je suis partie avec ces éléments, tout en sachant que je voulais placer le récit voilà, du point de vue de l'enfant. Donc, je voulais qu'on soit dans l'intériorité de l'enfant et d'un point de vue assez... voilà, qui est dans la compréhension, qui est dans tout ce qui lui échappe, surtout. Il y a beaucoup d'oubli, ou en tout cas beaucoup de choses refoulées. Mais effectivement, je me souviens, pas en images réellement, mais voilà, des impressions. J'ai des impressions très fortes de cette journée de voyage jusqu'à l'orphelinat. Et il se trouve que ça ne s'est pas passé comme dans le film, parce que ce n'est pas mon père qui m'y a emmené, c'est ma grand-mère et un de mes oncles qui m'ont emmené à l'orphelinat. C'est vrai que je ne peux pas mettre de mots derrière ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le film, parce que finalement, on ne saura jamais ce qui lui a été dit, ce que son père lui a dit avant l'arrivée à l'orphelinat. Mais par contre, je me souviens de ce voyage, du fait que c'était un jour à la fois de tension, mais aussi d'excitation. C'est-à-dire le sentiment qu'il allait se passer quelque chose de très important, mais aussi de très, comment dire, oui, quelque chose, une forme d'excitation. Et l'arrivée à l'orphelinat, donc, qui en fait était un couvent de sœurs catholiques qui abritait un bâtiment pour des filles abandonnées. Et je ne me souviens pas de la séparation, par exemple. Je n'ai aucune image figée, gravée du moment précis où j'ai été séparée de ma grand-mère, de mon oncle, et voilà. Quelque chose qui est resté très, très fort dans mon sentiment et c'est ce refus, d'abord c'est le refus d'être considéré comme, comme abandonné. Donc le fait voilà, de s'isoler des autres, c'est simplement ne pas accepter l'abandon. Et dans les documents, il était fait mention
voilà, d'une période de dépression. Et pour moi, ça me renvoie à une image très précise où je me vois de longs jours à attendre le retour de ma famille. Voilà, la présence de la grille. Il y avait une grille aussi à l'orphelinat qui n'est peut-être pas exactement celle qu'on voit dans le film, mais en tout cas, là, voilà, cette porte, hein, qui est la frontière avec le monde extérieur, mais en même temps le monde que j'ai perdu. Voilà, l'attente auprès de cette porte, ça c'est quelque chose qui m'est resté très fortement. Donc, je- ça n'a pas été une démarche consciente. Je ne me suis pas dit, je vais retrouver par la fiction cette mémoire-là effacée. Mais le fait même d'écrire m'a plongée dans ces questions-là et j'ai essayé de trouver les réponses à ce qui me manquait. On a travaillé d'abord à distance. Donc il avait lu cette première version de scénario qu'on a fait traduire en coréen. Et très vite, il s'est posé comme, voilà, avec un regard, le regard d'un scénariste et d'un réalisateur. Donc, et c'est vrai que cette première version était très, comment dire, euh, elle était trop fidèle à une certaine chronique de la vie à l'orphelinat, voilà, et donc je n'étais pas allée à fond dans une certaine dramaturgie, dans une certaine tension. Et autant dans la structure, voilà, on y a très peu retouché. Euh, il est, il, comme vous dites, il m'a fait prendre conscience qu'il fallait plus de relief, plus de tension. Il a l'image du jeu de tennis, en fait, du jeu d'entraînement de tennis, où j'aurais été finalement la seule joueuse sur le court, mais lui, il aurait été le mur, en face duquel j'aurais renvoyé voilà, les balles, et lui, il m'aurait renvoyé ces balles-là, mais ça dépendait de ce que je lui donnais aussi, en fait. Hein. Par exemple, il y avait l'évocation d'un suicide, hein. En tout cas quelque chose voilà, qui avait un rapport avec la mort hein, et le deuil. Et en même temps, dans la première version, il y avait de la neige, elle sortait sous la neige, et on l'a retrouvée le matin inerte. Donc c'était suggéré, mais c'était assez passif hein, du côté du personnage. Et par exemple, Lee Chang-dong, lui, dans son rôle, très concrètement, il m'écrit mais pourquoi elle n'essaierait pas de se suicider réellement. Donc lui, il y va de manière très directe, très frontale. Et j'ai réagi assez fortement parce que j'imaginais quelque chose de très morbide, j'étais très mal à l'aise en fait avec l'idée aussi de faire assumer ça à un enfant, quoi, l'idée de se suicider, quoi. C'était quelque chose de très fort. Et aussi le faire assumer même à un enfant qui allait jouer, je trouvais ça vraiment impossible. Et donc je lui soumets ça et il me dit mais faut pas le prendre comme un suicide d'adulte, hein, c'est-à-dire une imagerie comme ça convenue, un enfant qui se taillerait les veines ou qui essaierait de se pendre. Il faut que ce soit un suicide d'enfant, c'est-à-dire un enfant qui ne sait pas comment mourir. Et c'est là que j'ai eu l'idée de l'enterrement. Mais ça a été assez particulier donc parce que comme ça s'est fait par email en anglais, c'était des phrases vraiment très courtes. Il me disait she should try to suicide et moi je dis oh maybe she can bury herself.
Donc c'est vraiment, c'est très condensé, on ne cherche pas du tout la psychologie, l'explication de tous ces gestes, ça sort de manière, comme ça, très directe mais sans en connaître les conséquences finalement. Les appréhensions que j'avais, même en décidant d'écrire cette scène-là, je l'ai retrouvée au tournage. Et donc Céron n'a pas lu le scénario, elle a découvert au fur et à mesure du tournage les scènes qu'on devait tourner. On a essayé de tourner dans la continuité de l'histoire. Et plus l'échéance approchait, plus je l'appréhendais et j'imagine que ça devait se répercuter finalement. On avait commencé à creuser ce trou, donc je dirais les enfants autour voyaient bien qu'on faisait quelque chose. Et Céron elle-même, elle avait les scènes antérieures où elle devait creuser le trou. Donc, et en même temps, je n'avais pas du tout envie de lui expliquer. Je me disais peut-être qu'elle, elle va se faire sa propre histoire dans sa tête. Et je comptais bien qu'elle le fasse seule. On a tourné la scène des poupées quelques jours avant la scène de l'enterrement. Et déjà à ce moment-là, la tension était devenue beaucoup plus palpable sur le tournage. Tout le monde était, même toute l'équipe, était très tendue. Et la scène des poupées, dans le scénario, elle devait pendre les poupées. C'était un dispositif assez sophistiqué et il s'est avéré que pendant le tournage, justement, ça ne marchait pas du tout parce que c'était un peu factice, c'était visuellement très attrayant, mais je me suis rendu compte au moment du tournage que ça ne fonctionnait pas. Et comme j'y tenais beaucoup à cette scène-là, j'étais passablement énervée et je me suis retrouvée à dépecer les poupées et c'est comme ça que finalement on a trouvé la scène et que Ginny se retrouve à les déchirer. 김 이름 어렵네. 김새 Aux premiers essais, je la vois d'abord se présenter avec ses petites appréhensions. C'est une petite fille tout à fait normale, qui sourit, qui est stressée, qui n'a jamais joué. Et l'assistant lui a donné une impro à faire, une base d'histoire assez sur une histoire avec une amie à l'école, une amie qui l'aurait trahi, qui aurait dit du mal d'elle auprès des autres, enfin voilà, une situation assez banale, mais voilà, qui avait une correspondance avec quelque chose du film. 내가 왜 얘기한 줄 알아? 어제 애들한테 다? Et donc on la voit plonger dans l'improvisation de manière assez naturelle, alors avec des maladresses, tout ça, mais quand même, elle y va. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a une manière, on la voit à l'image, tout de suite sa voix se brise. Alors, sa voix se brise, je ne sais pas si c'est sa nervosité parce qu'elle a la trouille finalement de l'impro, ou si c'est par rapport à l'émotion qui naît de cette idée de trahison, tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe à l'image, il y a une émotion qui passe, qui est peut-être factice, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, mais en tout cas, il y a quelque chose. Et ça, alors non seulement je la vois à travers un écran, mais en plus, je ne la comprends pas, puisque elle parle en coréen, moi je n'ai même pas la traduction, je ne vois que l'image et j'entends sa voix. Donc là, au-delà de l'incompréhension, moi je sens quelque chose. Et il y a un détail que j'aimais beaucoup, c'est qu'elle, comme c'est une impro, il faut qu'elle cherche il faut qu'elle cherche ses mots, tout ça. Elle lève les yeux au ciel pour chercher ce qu'elle va dire. Et j'aimais beaucoup ça. C'est une manière justement de chercher. 난 12시 45분에 없었고 난 12시 45분이었으면 다른 학원을 가고 있었어. Et plus tard, on voit dans les essais donc
l'assistant lui fait parler de son expérience personnelle par rapport à une amie qu'elle a. Et là encore, on la voit raconter. Elle parle de son amie et c'est assez incroyable parce qu'elle elle est en larmes de la même manière qu'elle est dans l'impro, en larmes, mais avec encore plus d'authenticité. Et elle parle de cette amie de manière vraiment très touchante et vraiment, comment dire, on sent qu'elle a un lien très fort, c'est-à-dire qu'elle a un attachement qui est au-delà d'une simple amitié d'enfance. Euh, et, euh, et ce que j'ai trouvé très troublant finalement, c'est la correspondance entre l'improvisation et ce qu'elle raconte après de son expérience personnelle. C'est-à-dire que là, on voit presque un travail d'acteur adulte, hein, une méthode très classique finalement de comment on trouve la transposition d'une expérience vécue réelle, la transposition à la fiction. Et elle le fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle le fait tout naturellement. 그 친구가 일부러 그러는 건지 모르고 그런 건지 막 이해해주고 그런 거지. 그래서 하늘이가 원래는 걔가 1학생이라서 1학년도 되고 2학년도 되고 그러거든요. 근데 일찍 학교로 왔어요, 걔가. 그런데도 아직 원래는 우리보다 나이가 어린 거 아니에요. 은혁이가 양력으로 따지면 그래도 아직 우리보다 한 살 어린데 진짜 잘 대해주고 그런 게 정말 그래서 볼 때마다 떠올라요. 너 여기 보육원에 왜 왔는지 알아? 얘기하기 싫으면 안 해도 돼. 그냥 계속 색칠해. On a donné la scène à apprendre à Céron peut-être 2 semaines avant de tourner cette scène. Et on l'a répétée aussi, c'est-à-dire qu'on l'a répétée avec une petite caméra. Je voulais voir comment elle se sentait avec, voilà, avec le texte, avec les mots, tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était assez lourd, hein, qu'il y avait énormément d'appréhension de sa part par rapport au texte. Elle avait peur d'oublier les mots, voilà, un truc assez classique, hein, mais du coup, elle était totalement bloquée avec la scène. Et finalement, elle ne faisait que répéter le texte. Et je voyais le malaise qu'elle pouvait avoir. Et du coup, ça m'a donné l'idée, pour le jour du tournage, de l'aborder autrement. Donc on a commencé, peut-être les 2 premières prises, on l'a fait un peu dans les mêmes conditions que la répétition. Et là, pareil, elle ne faisait que répéter, elle n'était pas du tout dans la scène, à peine si elle comprenait ce qu'elle était en train de dire. Et donc, au bout de la 3e prise, je lui dis d'oublier le dialogue. Je lui dis, tu connais l'histoire, maintenant tu vas essayer de raconter avec tes propres mots, et en n'oubliant pas en même temps la notion de culpabilité. Et là, il se passe ce moment où elle cherche, on la voit chercher justement les mots, ce qu'elle est en train de dire. Et c'est ça que j'avais envie de trouver. Et ça rejoint un peu ce qui m'est apparu de manière très mystérieuse dans les documents de mon adoption, quand ils mettent en anglais she's able to explain clearly what happened in the past. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ils disent que je suis capable d'expliquer clairement ce qui s'est passé dans le passé. Et ça a été, c'est une phrase en même temps très mystérieuse. Et cette scène du docteur, ça renvoie directement à cette phrase-là. Dans cette image qui revient
de Ginny collé au dos de son père, comme ça, qui réentend le souffle, la respiration de son père. Il y a aussi ces quelques notes de musique qui reviennent. Alors je dis qu'elles reviennent parce que je pense que ce n'est pas du tout évident pour les spectateurs. Mais il se trouve que les notes de piano qu'on entend, c'est la partition de la chanson qu'elle chante, cette chanson d'amour. Évidemment, hein, on l'avait choisie pour accorder à cette scène-là, mais quand on s'est retrouvé à enregistrer avec le pianiste, il nous était impossible de reconnaître la chanson, la mélodie de la chanson. Je trouvais que d'abord l'interprétation du pianiste était très belle, je l'aimais telle qu'elle était, et à savoir s'il fallait la reconnaître ou pas. Finalement, le fait de ne pas la reconnaître, je trouvais ça intéressant, justement, que ce soit quelque chose qui, quelque part, s'altère déjà, s'efface dans ce moment, justement, peu avant l'arrivée en France. Ce qui est réel, quelque part, c'est cette arrivée vraiment en France. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu mes parents, ça s'est vraiment passé à l'aéroport. Voilà. Après le passage des douanes, donc après ces portes. Je les ai découverts à ce moment-là. Et à vrai dire, les premiers jours de mon arrivée en France, ça n'a pas été très passionnant parce que j'ai tout simplement dormi. J'ai dormi pendant presque 2 jours. Ça a été presque comme un coma, quoi, une sorte de passage comme ça dans un cocon, je sais pas, avant de pouvoir respirer dans ce nouveau lieu, à la fois dans une nouvelle famille, mais dans un nouveau pays, dans quelque chose de totalement nouveau. J'ai tout simplement dormi. Et quand je me suis réveillée, c'était autre chose. Totalement autre chose.